Bon, allez, on y va. Bon, je suis Jean-Michel Chabot et on a, je ne sais pas s'il goûtera le terme, mais un vieux routier de ces questions avec Martial Olivier Corrette, Moc. Oui, je parle dans le micro. Non, de vieux routier. Je me souviens, c'était en 2008 ou 2009, il était venu nous trouver à la HAS. À l'époque, c'était Romanex qui dirigeait. Et François Romanex, oui. Et on avait trouvé un petit peu d'argent pour soutenir un travail collaboratif que MOC développait avec plusieurs professionnels de santé. Il y avait un podologue, il y avait une infirmière. Et ça a duré 2 ou 3 ans, je crois. Hein. Alors voilà. Donc, est-ce que pharmaciens, infirmiers, infirmières et médecins veulent travailler ensemble et veulent travailler autrement? Alors dans les petits échanges de préparation qu'on a eus la semaine passée, j'avais fait passer un petit mot qui disait, avec ces 3 représentants-là, il y a des chances assez raisonnables qu'on ait oui aux 2 réponses. Oui, on veut bien travailler ensemble, oui, on veut travailler ensemble, et oui, on veut travailler autrement. Et pour ce qui me concerne, j'avais suggéré qu'on pose 3 questions principales, qui étaient: comment vous voulez être formé pour travailler ensemble et autrement? Comment vous voulez vous organiser? Est-ce que vous voulez vous organiser dans des structures un petit peu constituées, comme par exemple les maisons de santé pluriprofessionnelles, mais il y a bien d'autres modèles, ou des choses plus lâches, comme par exemple les CPTS, si on peut dire, et comment vous voulez être payé. En particulier, puisque maintenant il a plus de 6 mois, le rapport que Jean-Marc Aubert avait produit ouvrait quelques pistes. Est-ce qu'à travers ces pistes et cette diversification des modes de rémunération, vous voyez des choses qui vous intéressent? Sinon, le fait que des infirmiers, des pharmaciens et des médecins travaillent ensemble, mon Dieu, il y a bien longtemps que sur le terrain, ça se passe. Je voulais aussi rappeler qu'il y avait eu il y a quelques années une expérimentation qui s'appelait ESPREC, qui avait été utilisée pour utiliser des fonds du FACS et du FIR qui n'étaient pas utilisés à l'époque et qui étaient fondés sur un trio: pharmacien, infirmier et médecin. Et que dans la littérature qu'on peut avoir aux États-Unis sur des organisations qui sont en réalité assez proches des nôtres, c'est évidemment le trio majeur de l'organisation de soins de ville, et que dans des organisations comme les maisons de santé en ce moment, c'est le trio qui fait fonctionner le plus les organisations qui marchent bien. Voilà. Alors, les 3 questions que, pour ce qui me concerne, et puis mes colistiers auront aussi leur point d'intérêt, bien entendu, c'est comment vous voulez être formé, comment vous voulez vous organiser, ou comment vous voyez que vous pourriez vous organiser, et comment vous envisagez la diversification des modes de rémunération. J'ajoute que tout ça, ça a été repris par un des intervenants de la table ronde précédente d'une façon assez douce. Ça se place avec cette injonction présidentielle qui est quand même tout à fait formidable et qui consiste à dire: en 2022, l'exercice isolé sera une aberration. Moi, je trouve que ça a été assez peu repris finalement, parce que l'exercice des professionnels de santé, c'est de façon immémoriale un exercice fondé sur l'individualité, sinon sur l'isolement, mais en tous les cas sur l'individualité. Et là, on dit: Ma Santé 2022, l'exercice isolé, ce qui est un petit peu péjoratif, sera une aberration. Alors, Moc, à tout seigneur, tout honneur, comment tu vois les choses? Déjà pour l'aspect 2022, je ne sais pas quand sont les prochaines élections présidentielles, parce que mon expérience me permet de dire qu'il suffit d'attendre que les gens changent pour que les politiques changent et qu'on ne soit pas obligé de répondre aux injonctions. Sur la question, est-ce que les médecins, les pharmaciens, les infirmiers sont d'accord pour faire évoluer le système? C'est ça la question. Au-delà de travailler ensemble, non. Mais des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, oui. Par contre, les médecins, les infirmiers et les pharmaciens, aujourd'hui, travaillent ensemble de façon implicite
en permanence. Je veux dire, quasiment toutes mes consultations se terminent chez le pharmacien. Je travaille régulièrement avec les infirmières et les infirmiers de mon secteur pour la prise en charge des personnes à domicile. Donc on le fait. Et donc l'enjeu de la période pour nous, pour le système et aussi pour les patients, parce qu'il faudra bien qu'on arrive à répondre à toutes les demandes des patients, pour peu qu'elles soient organisées et qu'elles répondent à une logique de gradation des soins, j'y reviendrai. L'enjeu, c'est qu'on organise mieux ces interventions respectives des uns et des autres, qu'on puisse s'épauler les uns et les autres dans les situations, dans les régions, y compris dans celles où c'est le plus difficile aujourd'hui, et qu'on puisse échanger de façon plus rapide et plus efficiente. On est quand même dans ce paradoxe qu'alors que le monde change à toute vitesse autour de nous, que des nouveaux outils apparaissent sans arrêt, des outils de communication, d'échange, on ne les utilise pas et qu'on en soit encore à ce qui constitue l'essentiel de mon activité avec mon ami pharmacien, à écrire de façon relativement peu lisible les ordonnances qu'il va après déchiffrer en se demandant pourquoi j'ai mis ça pour ce patient. Et là, il a son rôle qui arrive de conseil, de filtre, etc. Et il doit contrôler mon ordonnance, entre guillemets, et assurer la sécurité de cette délivrance. Donc il y a un enjeu d'organisation et effectivement, il y a un besoin qu'on rende les choses de façon plus explicite dans notre travail en commun. Alors, si la puissance publique nous donne un outil qui s'appelle CPTS, et que cet outil est assorti de moyens, il faut s'en emparer, quoi. Soyons des vrais entrepreneurs, parce que nous sommes tous libéraux, donc nous sommes des entrepreneurs, et prenons les outils qui sont mis à notre disposition. Et dans ce cadre-là, ce qui me paraît le plus important, c'est que l'on fasse confiance aux acteurs de terrain. Le trinôme pharmacien, médecin, infirmier, il est là pour rendre service aux patients, pour aider les patients, pour trouver une solution à chacun des problèmes sanitaires posés par les patients. Donc faisons confiance aux acteurs. Et mon souci, c'est qu'on est encore trop bridés aujourd'hui dans cette affaire-là. Il faut qu'on puisse, nous, travailler ensemble et dans un secteur donné, dire voilà comment on s'organise, voilà comment sont pris en charge les patients à domicile avec les infirmiers, voilà comment sont assurés les renouvellements d'ordonnances avec les pharmaciens, et que ces éléments d'organisation de notre travail au quotidien soient à notre main et pas à la main de je ne sais pas qui à Paris qui va donner des autorisations. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on puisse, nous, s'organiser avec ça, utiliser les moyens de communication et utiliser les canaux de formation. C'est vrai, les canaux de formation du DPC qui, malheureusement, ne sont pas suffisamment utilisés pour ce qui concerne le développement pluriprofessionnel parce qu'on devrait être régulièrement ensemble, entre professions différentes, autour de la table, et pas seulement dans un groupe HAS quand on est précurseur, où on a juste un groupe en France, non, mais qu'on puisse être ensemble à assurer de la formation au quotidien sur la prise en charge de nos patients, et puis que dans le cursus de départ, mais ça commence à se mettre en place, les différentes professions se découvrent, et qu'on arrête de penser, quand on est médecin, que le pharmacien, l'infirmier ne fait pas bien, quand on est pharmacien, que le médecin n'a rien compris, et que l'infirmier ne fait pas bien, etc. Toutes ces représentations, c'est dans la formation commune, au départ, qu'elles tombent, et c'est dans la formation continue qu'elles peuvent tomber. Très bien. Dominique, tu veux dire ? Vas-y. Oui, donc Dominique Jacovenco, infirmier libéral. Donc je partage tout à fait. Il faut savoir qu'un patient, il n'est pas le référent d'un professionnel, mais il a une équipe de professionnels à son service et qui doit répondre à ses besoins. Donc moi, je me bats toute l'année pour participer à des travaux pluriprofessionnels, pluridisciplinaires. Et ce qu'il faut qu'on comprenne, non seulement on doit travailler ensemble, mais il faut qu'on se forme ensemble. On ne peut pas avoir du lien de la communication si on ne se connaît pas, si on ne partage pas des expériences. Et là, actuellement, je suis sur 2 projets d'éducation thérapeutique et de partage de formation avec les pharmaciens et les médecins. On n'a pas de problème pour faire remplir ces formations, elles sont pleines, et on travaille ensemble. Donc, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on sache les compétences de l'autre, et après, on se met en route autour du patient pour travailler ensemble. Donc après, les incantations 2022, 1000 CPTS, comme ça a été dit tout à l'heure, les professionnels, ils travaillent déjà ensemble, ils ont envie d'aller plus loin, mais comme on le disait ce matin pour commencer la journée, on est en travail empêché, les professionnels de santé libéraux, et il y a beaucoup de burn-out à cause de ça.
On sait très bien ce qu'ont besoin nos patients, on sait ce qu'on a envie de mettre en route, mais on nous sort des cahiers des charges pas possibles. Par exemple, les CPTS, on disait tout à l'heure, il faut faire confiance aux professionnels de terrain. Et ce qui se fait à Nîmes n'est pas ce qui se fait à Douai ou à Vesoul. Mais la première chose qu'on vous crée quand on vous crée la circulaire CPTS, c'est il faut faire la permanence des soins, il faut faire l'accès aux médecins traitants et il faut faire les soins non programmés. Est-ce que vous pensez que dans la vie de tous les jours, quand on est pharmacien, médecin, infirmier, on n'est pas en train de réfléchir à comment offrir à nos patients ce triptyque ? Mais après, on vous présente, alors il y a 1, 2, 3 passages qui sont obligés. Donc vous allez vous mettre en association, vous allez vous réunir, vous allez vous coordonner, et puis vous allez remplir les cases. Et si vous remplissez les cases, ça va à l'ARS. Si ça remplit les cases à l'ARS, ça va à la CPAM, qui va dire « Ah, la CPTS, on vous donne un peu d'argent, vous allez commencer. » Et au bout de 2 ans, vous avez votre CPTS qui est créé, et là, enfin, vous allez pouvoir commencer à travailler. Mais pendant 2 ans, les 3 professionnels cités, ils ont envie de travailler ensemble, envie de faire des choses qui vont apporter un bien-être aux patients. Et ben, il faut attendre 2 ans pour que ça se mette en route. Voilà. Tout à l'heure, on parlait du parcours de soins BPCO là, dans la qualité des soins et qui était le projet pilote. On a créé le Prado BPCO. Mais le Prado BPCO, il est réservé aux services qui ont validé l'accord dans les services d'hospitalisation. Et en libéral, on travaille beaucoup avec des pneumologues libéraux qui ne font pas d'hospitalisation, mais qui gèrent toute l'année les patients BPCO et qui les voient tous les 3 mois. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Nous, pendant 3 mois, on ne sait pas ce qu'on a mis en route comme traitement, ce qu'on a donné comme préconisation. Est-ce que le patient l'a compris, la valide et l'observe ? Donc là, on est en train de créer un parcours de soins BPCO en dehors du Prado pour répondre aux besoins de nos patients. Ça vous montre un peu l'étendue du besoin. Alors, j'ai une petite spécificité par rapport à mes confrères. Je suis pharmacien d'officine à Limoux, en Occitanie. À côté de Carcassonne. Je suis occitan comme mon collègue infirmier, mais je suis président de syndicat. J'ai donc eu l'honneur de participer à la négociation conventionnelle sur la CI des CPTS. Et je voudrais vous expliquer, je vais répondre aux 3 questions, mais pas dans l'ordre, en fait. Parce que la première question était sur la formation, la deuxième sur l'appétence aux structures coordonnées, et donc la troisième sur les modes de rémunération. Je vais commencer par le côté structure, si vous voulez bien, en lien avec la CPTS. Pourquoi est-ce que la fédération que je représente, pourquoi est-ce que les pharmaciens sont militants des CPTS. En fait, nous allons plus loin que d'avoir signé le document qui nous a été mis à la signature. Nous sommes militants. Là, j'organise un tour de France avec des soirées de formation pour expliquer aux confrères quel est leur intérêt à aller dans cette structuration. C'est assez simple quand on voit la structuration de l'officine, en fait. Par rapport à mes confrères, une officine, c'est un peu comme une tortue, ça ne bouge pas. Et donc, dans mes officines, dans mes 22 000 officines françaises, elles ne se retrouvaient pas dans les MSP précédentes. Quelques-unes de proximité sont allées dans les MSP, mais ce n'était pas le cadre d'organisation qu'il leur fallait. Dans une CPTS, on va se retrouver à 17, 20, 25 confrères, et c'est une structure qui correspond à l'exercice coordonné pour nous qui va bien, et c'est aussi une maille qui correspond à celle de l'hôpital. Il y a à peu près, hôpital et cliniques confondus, 2500 établissements en France, on va dire, un peu plus, un peu moins. Voilà, je ne suis pas un grand spécialiste de l'hôpital, mais on va dire ça. Mon pari, c'est qu'il y aura plus de 1000 CPTS, en fait. Je pense qu'il en faut un nombre à peu près équivalent. Parce que ça a vocation à terme, ces structures-là, de coordonner justement les actions des libéraux de ville pour pouvoir être le chaînon manquant de ce lien ville-hôpital, de mon point de vue. Donc c'est extrêmement important. Je partage en revanche l'idée comme quoi c'est extrêmement compliqué à créer. C'est une véritable usine à gaz, il faut se rencontrer, il faut se connaître alors qu'on ne se parle jamais. Donc c'est vraiment très compliqué à faire. Et je suis, dans la table ronde précédente, je suis à peu près sûr qu'un jour il y aura une voiture balai.
dans 3 ans, 2022, 2023, dans le prochain gouvernement, ils vont nous dire, voilà, vous avez fait 470 CPTS ou 520 CPTS, il en faudrait 2000. Donc maintenant, terminé, on rigole plus, voilà la carte, hein, et voilà comment vous devez vous organiser. C'est à peu près sûr que ça va se passer comme ça dans les temps à venir. À quoi ça sert ces CPTS ? Il faut bien comprendre que c'est des budgets alloués uniquement à l'organisation. Il n'y a pas dans la CPTS n'est pas là, contrairement à la MSP, pour financer les professionnels. Les budgets ne sont alloués que pour la structure. Ce sont des budgets de structure. C'est tout. Donc c'est vraiment le budget de coordination. Contrairement à la MSP, je reprends, la MSP finance les professionnels. Hein. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et c'est là pour coordonner les libéraux. La formation, bien sûr, en découle. Tous les éléments dont vous avez parlé, les uns et les autres, expérimentaux, ou des projets en dur, tels les projets Prado qui existent, ne sont pas connus des professionnels. Il manque un échelon. Il manque un échelon pour décider ensemble quels sont les programmes qui peuvent intéresser les professionnels du territoire. Et effectivement, une sorte de liste de courses, un menu dans lequel on va les piocher tous ensemble pour... je ne crois pas trop, peut-être ça arrivera qu'on inventera des projets, parce qu'on est très créatif, donc on inventera des projets. Mais déjà, si on pouvait avoir connaissance de l'existant dans l'ensemble des territoires, et au niveau national des programmes qui existent, ce serait déjà pas mal. La formation, je suis très favorable à l'évolution de la formation telle qu'elle est prévue dans Ma Santé 2022, évidemment. Au-delà de la catastrophe qui était ces échecs en PACES en première année, ça va justement créer peut-être des nouvelles carrières dans peut-être le lien entre les différents soignants qui manquent. On verra ce que feront ces gens qui seront en licence santé, sans être ni médecin, ni infirmier, ni kinésithérapeute, ni pharmacien. On verra ce qu'ils feront, mais je pense qu'il y a des places pour eux. Donc, en tout cas, cette formation où nous avons des éléments communs dans ce premier cycle est une bonne idée. Et en formation continue, la CPTS est le lieu pour... Martial, tu te souviens très bien, j'imagine, des années où l'industrie pharmaceutique nous formait. Mais il y avait beaucoup de mauvaises choses dans ça. Mais il y en avait une bonne, c'est qu'on faisait des EPU. On était ensemble. Moi, dans le début de ma carrière, j'ai fait des formations avec les médecins, j'ai fait des soirées autour de médicaments, autour de projets. Voilà, ça n'existe plus, ça. Donc ça c'est fini. C'est fini depuis à peu près 15 ans. Voilà. Donc ça, c'est à la CPTS de le recréer, ce lien et ces programmes de formation communs dans les territoires. Les organismes de formation, c'est pas ça qui manque non plus, on en a plein. Ce qui manque, c'est un chaînon d'organisation. Donc ça, c'est pour la formation. Et au niveau des actes, au niveau du paiement, il faut comprendre aussi quelque chose, parce que le législateur est malin et l'assurance maladie encore plus. Nicolas Revel va arriver, vous pourrez le questionner tout à l'heure, il est malin. Et ce qu'il a fait est particulièrement fin, c'est que la plupart des actes qui sont actuellement, enfin en tout cas les nouveaux forfaits ou les nouveaux actes qui sont dans les conventions monopro, sont conditionnés à l'adhésion à une CPTS. C'est-à-dire que moi, si je veux faire un acte de télémédecine tel que je l'ai négocié dans l'avenant 15, si je veux faire des protocoles de coopération dont Martial a parlé tout à l'heure avec les médecins, il faut que je sois dans une CPTS. C'est le prérequis. Donc si vous n'avez pas compris pourquoi je veux créer les CPTS, voilà. En fait, les actes sont en convention monopro, mais le prérequis, c'est d'adhérer à une CPTS. Donc du coup, voilà, je suis bon garçon, je veux qu'elles existent. Juste 2 secondes. Juste pour rectifier un petit peu, vous dites que les financements sont que pour l'organisation. Il faut savoir quand même que quand on a un projet de santé qui tient la route dans une CPTS, on a quand même des forfaits qui sont attribués pour des projets de prévention, d'autres choses, et où les professionnels sont rémunérés sur leur implication dans le projet. On ne peut pas dire que l'argent n'est que pour l'organisation. Non. Dans l'accord de la CI, c'est très très clair, il n'y a aucun budget fléché pour les professionnels. Alors que dans la CPTS, on invente des projets qui auront des financements ARS
ou qui auront en fait, les gens qui vont se mettre ensemble et qui vont travailler ensemble vont effectivement avoir développé des projets communs qui seront des sources de financement, qui seront soit conventionnels, soit des financements par l'ARS ou par les URPS de chacune des professions qui pourront se coordonner. Mais le budget, là, les 80 000 euros, il est fléché très clairement pour l'organisation et pour le défraiement des gens qui viennent aux réunions, c'est tout. Merci. Merci aux 3 intervenants du trépied, de la troïka ou du triptyque des soins primaires. Je voudrais vous proposer de prendre un petit chemin de traverse par cet après-midi. Je suis modérateur, mais je pourrais intervenir au titre de l'hôpital. Ce n'est pas ce que je vais faire. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que on vient de dessiner ensemble, avec beaucoup de talent, une forme de jardin à la française extrêmement rassurant, où les 3 membres du trépied sont tous présents sur le territoire, où ils ont les qualités entrepreneuriales qu'on leur espère, où ils arrivent à trouver à prendre un certain nombre d'initiatives positives, où la puissance publique arrive à se mettre en branle malgré les multiples contraintes qui lui sont fixées, à définir des incitations économiques positives, à la coordination, aux soins, valorisant justement et les initiatives et la participation à la permanence des soins d'une manière totalement objectivée, et le tout offrant, dans le cadre de ces CPTS, des liens de filière de soins bien ordonnés avec l'hospitalisation publique. Et très naturellement, on est enclin, dans ce cadre, à regretter, dans ce type de débat, à regretter l'absence des absents, et à regretter effectivement qu'on n'ait pas toujours su, au bon moment, encourager les bonnes initiatives. Et effectivement, depuis 2 ou 3 tables rondes, on entend quelques critiques sur les ARS. C'est logique et habituel. Il n'est sans doute pas simple de faire émerger un nouveau paradigme, et encore moins dans 1000 territoires avec 1000 situations différentes et toujours changeantes. Ce que je voulais indiquer, et je voudrais donner la parole à Dominique Jakovenko juste après, c'est que malgré ce système un peu complexe, malgré effectivement ces situations toujours frustrantes où le Prado est financé à gauche alors que les mêmes actions avec d'autres opérateurs ne le sont pas à droite, il y a toute une série d'acteurs qui ont réussi à faire bouger les choses dans cet environnement d'extrême contrainte et à inventer des modes de travail ensemble, à la fois entre les libéraux, mais aussi en cassant pour le coup les silos, et les silos habituels hôpital, médecine de ville. Et c'est un peu l'objet d'une expérience que Dominique va nous présenter. Oui, donc quand on parle de l'innovation qui vient du terrain, et quand il y a un médecin et un infirmier qui se sont mis à réfléchir sur l'absence de coordination, notamment ville-hôpital, on a beaucoup de mal à avoir des informations quand on est en ville. Quand le vendredi soir, vous prenez quelqu'un qui sort de l'hôpital, souvent il n'y a pas de courrier, vous ne savez pas ce qui s'est passé pendant son hospitalisation, vous ne savez pas si le diagnostic a changé, mais on vous dit d'assurer les soins de sa santé, vous êtes tout seul, quoi. Donc en fait, il y a des professionnels qui ont créé une application numérique de coordination pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire qui s'appelle Entracte, qui est née donc dans l'Essonne, dans le 91, qui a comblé tout le monde. Je pense que Cédric pourra en parler puisqu'il l'utilise. Quand on parle du Prado tout à l'heure, Monsieur Revel est arrivé. Faut savoir que dans le 91, le Entracte a suppléé le Prado au niveau de la CPAM. La CPAM 91 s'est aperçue du service rendu et du professionnalisme des professionnels pour assurer le Prado. Moi, j'ai fait un article de recherche pour mon master. Je suis tombé sur Entracte et j'ai vu que c'était la seule que je connaissais, qui était à ma connaissance, qui répondait à tout ce que les professionnels de santé demandaient, avec les pharmaciens qui étaient très actifs à utiliser Entracte. Et en fait, cette application numérique de coordination, elle met en lien
tous les professionnels du même patient, du moment qu'ils sont renseignés, ils savent tous en temps réel ce qui se passe pour le patient. C'est magique. Vous êtes là, le médecin vient, il me fait une ordonnance, je la transmets aussitôt par photo au pharmacien qui livre les médicaments. Moi, je passe le soir, je peux tout mettre en route. C'est génial. L'hôpital a besoin de faire passer un courrier. Nous, les courriers à domicile, on les voit jamais. De temps en temps, ils sont adressés au médecin, quelquefois 15 jours après la sortie du patient. Là, tout arrive. C'est la seule application numérique qui mélange le sanitaire et le médico-social. Les SIAD sont sur l'application Entracte. Les pilotes Maya, qui ont un boulot phénoménal, qui nous parlent de prise en charge complexe, nous disent « Putain, mais c'est l'outil rêvé, pourquoi on ne l'a pas ?» Et puis après, quand vous le présentez dans les territoires, on vous dit « Ah bah ouais, mais nous, on ne nous a pas parlé de celui-là. » Et puis nous, quand on nous parle de la hausse, c'est pas celui-là qu'on met en route. Voilà. Et alors tout le monde dit « Ah ben, on voudrait bien l'utiliser, on l'a testé. » Mais bon, on va attendre que l'ARS nous dise si on peut l'utiliser. Et puis 6 mois se passent, 1 an se passe, et sur le bassin, personne ne l'utilise parce que le feu vert n'a pas été donné. Et tout ça, ça marche, Cédric peut en parler aussi bien que moi, mais les relations ville-hôpital, vous trouvez des consultations dermato en 20 minutes, vous trouvez des rendez-vous scanners en 30 minutes, le patient est pris rapidement, tout le monde est au courant, il n'y a pas d'erreur apparemment, donc le Prado est passé sur Entracte, la CPAM a mis une ligne précarité, on parlait de la précarité ce matin, qui est de plus en plus prégnante, a mis une ligne précarité directement sur Entracte. Dans le 91, il y a 10 CPTS qui s'en servent, il y a les 3 groupements hospitaliers de territoire, mais ça ne bouge pas sur le terrain. Oui, on doit avoir l'impression à nous écouter qu'on a trouvé l'instrument universel et magique, totalement thaumaturge à tout ça. Au-delà de l'instrument, ce qu'il faut relever, c'est que, à mon humble point de vue, à chaque fois qu'on croit définir des filières, des organisations, des typologies de prise en charge avec une prise en charge juridique, des incitations financières correctes, une bonne partie du réel nous échappe et c'est évidemment la source d'un très grand nombre de non-qualités dans le système. Ce qu'on attend de nous, me semble-t-il, c'est d'arriver à faire ce que d'autres secteurs de l'économie ont fait, non pas une ubérisation au sens d'une réduction des coûts, mais une ubérisation au sens d'une mise en relation des professionnels. Quand on se promène dans un hôpital, il y a évidemment, comme vous le savez, un très grand nombre de séjours non pertinents dans leur principe et un très grand nombre de séjours non pertinents dans leur durée. Et évidemment, il y a 1001 raisons qui vous sont opposées en dehors des incitations économiques que normalement la T2A devrait offrir, du type, mon patient qui est arrivé aux urgences par une DPCE qui a décompensé, mon Dieu, quel kiné va s'en occuper en ville demain, est-ce qu'il peut sortir, etc. Et donc on manque très très profondément d'un système de crédibilisation des engagements, et ce type de crédibilisation, la technologie nous le propose. Et c'est d'autant plus important que on dessine un visage idéal, mais très clairement, pour une bonne partie des périodes concernées et à l'évidence des territoires concernés, il ne vous a pas échappé que la complainte des territoires, c'est que le trépied, il est au maximum sur 2 pieds, et que 2 pieds, ça manque d'équilibre. Donc effectivement, les hôpitaux gagnent beaucoup ces temps-ci à essayer de numériser leur parcours, pas nécessairement pour identifier tel ou tel type de patient complexe, de plaie, ou viser absolument une catégorie ou un nouveau silo, mais simplement une manière de s'ouvrir aux demandes des professionnels de ville. Un commentaire sur les outils technologiques. Là encore, la multiplicité des outils technologiques à notre disposition est un frein à leur développement. Les acteurs privés qui ont développé des outils numériques, une catastrophe. Le territoire de santé numérique, c'est une catastrophe. C'est vraiment catastrophique. Parce qu'on a financé la même chose dans 10 ARS, avec chacun qui montre les gros bras en disant « le mien c'est le meilleur, le mien c'est le plus beau ». Insupportable. Voilà.
Donc j'ai eu l'honneur de diriger pour l'Union nationale des professionnels de santé le groupe de travail informatique et les systèmes d'information pendant les 3 dernières années. Je crois qu'il faut des briques de base. Et la brique de base, les 2 briques de base doivent nous être données par la puissance publique. Parce que la confiance des opérateurs divers et variés est l'élément principal du dispositif. Les briques de base, qu'est-ce que c'est? C'est l'authentification des patients. C'est autour des projets carte vitale et e-carte vitale pour l'avenir. Et ça, c'était vraiment une bonne idée de confier à l'assurance maladie cette chose-là, parce que l'ASIP l'ASIP ne détient pas la base de données des patients. Or, pour développer un système complexe de type DMP, par exemple, il faut, non comptant bien sûr développer un système d'information génial du type de celui que vous venez de décrire, mais en plus d'avoir un système d'information génial, il faut avoir la base de données. On ne peut pas demander aux gens de rentrer les coordonnées, ils ne le font pas. Donc il faut détenir la base de données. Donc ça, la brique de base, c'est l'authentification. L'autre brique, c'est le DMP. Parce que moi, ce que je veux avoir pour les soins, je reviens aux soins coordonnés entre nous, là, médecins, pharmaciens, infirmiers. Moi, quand j'ai un patient, il m'est adressé par le médecin, je sais donc qui est le médecin. Mais je ne sais pas qui est son infirmier. Je peux éventuellement lui demander, mais je ne sais pas qui est son infirmier. Le médecin, qui est à l'origine du truc, il ne sait ni qui est l'infirmier, ni qui est le pharmacien. Il faut que celui-ci l'appelle pour qu'il découvre, tiens, c'est lui le pharmacien. La première des choses à avoir dans le système, c'est donc un système d'information nationale où la première information qu'on ait, c'est qui est l'équipe de soins primaires et éventuellement secondaires d'ailleurs, quel est le médecin spécialiste référent du patient. Comme ça, on peut se parler. Voilà. Donc, j'ai demandé, et pas seul, l'UNPS a demandé, et ça fait partie c'est dans les cartons de l'évolution du DMP, nous avons demandé que ces informations-là soient incluses dans le DMP, parce qu'en fait, l'assurance maladie peut inférer qui sont les professionnels de santé par les remboursements, peut inférer qui sont les professionnels qui sont ceux du patient. Donc on peut avoir de façon simple ça. À partir de ça, on peut créer une bulle de confiance. Et c'est l'idée dans Ma Santé 2022 de l'espace de soins numériques, où les acteurs privés apportent leur créativité. Et il y a des acteurs privés qui sont particulièrement créatifs. Et l'espace de santé numérique sera en fait une espèce de store. Enfin, je le vois comme ça. On verra comment il sera conçu, mais moi je le vois comme une espèce de store. Et donc si le produit dont tu parles tout à l'heure, il sera dans le store et il aura 5 étoiles, je le prendrai. Voilà. Mais je le prendrai s'il est connecté, s'il est interopérable, si je n'ai pas à recréer une base de données patient, si je n'ai pas à recréer une base de données médecin. Voilà. Je voulais vous dire ça. On a besoin de la combinaison entre la sphère privée et la sphère publique sur ces espaces de numérique. Alors, pardon. Bon, j'ai 25 ans d'expérience sur ces sujets-là, 25 ans de douleur parfois. Pour que des professionnels puissent se parler, il faut des référentiels communs. Ça, c'est la base. Et les référentiels communs, quand on prend un exemple comme le circuit du médicament, ne serait-ce que dans un établissement de santé, déjà, on voit que ça a pris beaucoup de temps. Parce qu'il faut un livret commun. Il faut mettre des gens autour d'une table, comme Medims. Après, il faut un logiciel de prescription qui tape dans un livret, qui lui-même n'est pas forcément complet. Puis ensuite, il y a les étapes de validation pharmaceutique. Ce n'est pas toujours les mêmes outils. Puis les étapes de dispensation, puis d'administration. Et quand un pharmacien substitue et que le médecin ne represcrit pas, qu'est-ce qui se passe? Dans le chariot, il y a le médicament qui a été substitué, et dans le plan de soins, il y a le médicament qui a été prescrit, et là, il y a l'infirmière qui dit qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Donc, la France a opté pour une grande liberté depuis 1995, des outils sur la fin ces fameux CRIH, sur la fin du monopole. Et donc, a fleuri des logiciels, des entreprises, et qui fait qu'aujourd'hui, on est face à un pays qui est atomisé sur le plan de l'informatique. L'hôpital, mais aussi la ville, la médecine de ville. Alors, il y a des concentrations, il y a de moins en moins d'éditeurs,
Néanmoins, chaque éditeur possède environ 3, 4, 5, 6 applications par croissance externe. Donc cette atomisation fait qu'aujourd'hui, effectivement, pour faire parler un logiciel qui est à l'hôpital de X avec un logiciel qui est à l'hôpital de Y, il y en a un qui parle en centimètres, taille 178, l'autre qui parle en 1,78 m, et ainsi de suite. Bon, difficulté évidemment pour arriver à faire en sorte que quand on veut partager, communiquer, partager de l'information, il faut que cette information elle soit dans des référentiels et il faut bien évidemment savoir de qui on parle. Autant on peut penser que l'identifiant national va arriver finalement enfin. Pour autant, la seule vraie, et je ne le dis pas parce que M. Revel est là, la seule véritable dimension, enfin le seul acteur capable de mettre tout le monde d'accord aujourd'hui, c'est le DMP. Parce que le DMP a su imposer des formats d'envoi, a su imposer des formats de stockage, sécuriser le dispositif et bon, 20 ans après, petit à petit, il y a une équipe qui est forte et qui, on le sent bien, moi quand je vais dans les régions, le discours autour du DMP a changé. Il y a maintenant un niveau d'acceptation. Donc quand on revient chez vous, dans les hôpitaux, dans la médecine libérale, on sent qu'il y a une volonté maintenant d'échanger. Et l'échange, ça ne peut pas se faire à travers des tas de systèmes qui sont compliqués. Ça ne peut se faire qu'à travers un modèle unique, imposé entre guillemets. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour compléter. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment par ce biais-là qu'on va arriver à avoir une base nationale avec la complétude. C'est parfaitement dit. Est-ce que ça mérite une conclusion? Non. Si, vas-y. Juste une petite phrase. Le monde que nous connaissons, là, il se trouve que moi je le connais depuis un peu de temps, donc c'est dommage, je voudrais bien être jeune parce que ça va bouger dans tous les sens. Tout bouge. Tout est en train de se transformer, soit à notre main et dans l'intérêt du patient, soit on va nous imposer des choses et on va voir nos activités se réduire, voire disparaître. Donc il faut avoir des principes simples. Les principes simples, c'est circulation de l'information. Tu l'as dit. Pour moi, le DMP, il doit être ouvert aux autres professionnels de santé et pas seulement aux médecins, et largement, sous réserve de l'accord du patient, mais largement. Toutes les informations doivent arriver en temps réel à l'ensemble des professionnels de santé. Premier élément. Deuxième élément, lorsqu'on fait le même travail, parce qu'on a parlé des rémunérations tout à l'heure, mais on était sur rémunération de la CPTS, ce n'est pas le sujet. Les rémunérations, dès qu'on fait des choses identiques, on doit avoir des rémunérations identiques entre médecins, pharmaciens, infirmiers, biologistes et les autres. Notez-le. Je le dis depuis très longtemps, je continuerai à le dire. Troisième élément, la formation commune est indispensable. Le DPC doit devenir un DPC pluripro pour que justement tous ces sujets dont on parle tout à l'heure, qui sont des sujets techniques, puissent être abordés entre nous, parce qu'ils vont changer. L'année prochaine, on dira autrement, l'année d'après, on dira autrement, mais il nous faut un outil où on se retrouve, on soit payé pareil et on ait les moyens pour faire avancer nos réflexions et nos actions là-dessus.